Ok, écoute, bonjour Jean, fils de Lucien, ceux qui ne le savent pas, et très heureux de t'accueillir à ces 14e rencontres. Je te donne tout de suite la parole, vas-y. Eh bien, merci beaucoup et merci pour votre invitation. Je suis parti sur l'intitulé de ces journées, commun, commune, communisme, et donc je vais axer mon intervention plutôt sur cette question communiste. Alors, je voudrais, par cette intervention, non pas rendre hommage à un père, mais surtout identifier et synthétiser les arguments et les analyses de celui-ci qui a tant fait toute sa vie pour remettre la question communiste au cœur de notre réflexion, avec, il me semble, un très haut niveau d'exigence. La question communiste, au-delà de sa plus ou moins courte préhistoire, puisque le mot communisme, sauf erreur, n'a été utilisé pour la première fois qu'à la fin du XVIIIe, a été véritablement fondé par Marx, à la fois sur le plan théorique et dans sa déclinaison pratique, ne serait-ce qu'à travers l'histoire de l'international, mais pas seulement, j'y reviendrai. Donc, Marx est le penseur du communisme, mais avant sa mort en 1883, et pour de multiples raisons qui seront abordées plus loin, rapidement, la visée communiste, non pas le mot en lui-même, mais son contenu marxien, a disparu du paysage politique en tant que perspective crédible. La social-démocratie lassallienne et le travaillisme triomphent alors dans ces années-là, en fournissant au mouvement ouvrier, et ce pour un très long moment, les fins et les moyens. On peut affirmer qu'en 1900-1914, le communisme marxien a quasiment disparu en tant que visée. Ce n'est que de l'utopie. La plupart des textes de Marx sont alors inaccessibles et donc rarement lus, soit repris par bribes par ceux qui peuvent notamment accéder aux textes allemands, ou aux quelques traductions de l'époque, mais trop souvent à titre de caution, ouvrant la voie à des analyses bien peu trop souvent marxiennes. On assiste à ce que j'ai appelé le grand fourvoiement du mouvement ouvrier, qui cherche avant tout à construire une voie socialiste à laquelle Staline donnera décisivement sa caution et qui n'a plus pour horizon, sinon de façon formelle, la visée communiste, mais le rattrapage par rapport aux pays capitalistes développés. La théorie des deux phases, une phase socialiste préparant la voie à la société communiste, à laquelle Engels et Lénine ont malheureusement pu prêter le flanc, apparaît, pour reprendre l'expression de Lucien Sèvres, comme une redoutable bombe théorico-politique. Et les conséquences en sont ruineuses. Alors que l'échec du socialisme, abusivement pris pour le entre guillemets communisme, source d'une véritable, et là je cite Lucien Sèvres, forfaiture intellectuelle, forfaiture lorsqu'on désigne les pays socialistes par l'expression le monde communiste, ou encore celle très courante aujourd'hui des pays communistes, entre guillemets, cet échec donc devient patent, et si cette histoire s'achève en échec historique majeur, dit Lucien Sèvres, c'est justement parce qu'un socialisme de cette sorte s'est avéré à la longue inviable. Le supposé nouveau monde retombant pour finir dans l'orbite du capital. Dans les années 80, Lucien Sèvres est un de ceux qui contribuent, par le biais d'un fructueux retour à la pensée Marx, à refonder la question communiste. Je note en passant, à propos de l'intervention précédente, qu'effectivement, il qualifie l'humaniste de socialiste, hein, pour ensuite redéfinir sa visée. Et effectivement, donc, il publie en 1990 « Communisme, quel second souffle », puis en 1999, « Commençons par les fins, la nouvelle question communiste ».
Donc, il a travaillé au-delà toutes ces dernières années avec beaucoup de constance dans le 4e tome de sa tétralogie qui s'intitule « Penser avec Marx, le communisme, entre guillemets, point d'interrogation », dans ces 2 parties que j'appellerais le 4.1 qui est la partie principale, et dans sa suite, le 4.2 qui vient d'être publié. Mais que recouvre exactement cette expression de visée communiste? En quoi peut-on parler aujourd'hui de refondation théorique et pratique de la question communiste? Mon exposé cherchera avant tout à mettre en avant les apports décisifs et par là, à mon sens, incontournables de cette question apportée par Lucien Sève. L'ensemble de l'exposé, d'ailleurs, qui suit s'appuie sur de nombreuses citations du 4.1, je préviens d'avance, voulant par là conserver à tout prix la force de sa langue et de son argumentation. Et il constitue, à mon sens, à plus d'un titre, une nouvelle donne. Il faut d'abord intégrer le fait que le communisme, chez Marx, est le fruit d'une longue élaboration dont la maturation a demandé de nombreuses réévaluations et d'importants approfondissements, notamment à l'aune des expériences vécues, notamment celle de 1948. Et il y a bien des raisons qui poussent à poursuivre aujourd'hui dans cette voie. Néanmoins, le retour à Marx permet de repréciser, voire de redéfinir ce qu'on doit appeler un communisme sans guillemets, à suivre l'auteur du 4.1, puisqu'il fait la différence entre un communisme sans guillemets et un communisme avec guillemets. Je construirai mon exposé autour de cinq grandes idées. Et la première, pour définir négativement ce que n'est pas le communisme marxien, je le formulerai comme ça: communisme n'est pas socialisme. Alors que Marx arrive en 1843 à Paris, il y découvre des ouvriers qui se qualifient de communistes, sans guillemets, et très vite comprend l'importance décisive non seulement de ce terme, mais de ce qu'il recouvre. Communautariste, communautiste, communiste, égalitariste, égalitaire. Les communistes sont d'abord issus des milieux populaires et leurs vues sont clairement rejetées, par exemple par le fouriériste Victoire Considérant ou Pierre Leroux, ou encore par Proudhon, tous se voulant avant tout socialistes. Alors que Proudhon, partisan de la simple association, dénonce dans la communauté une oppression et une servitude, alors que les socialistes dénoncent, entre guillemets, l'égalité des droits, y compris celle touchant au rapport homme-femme, les communistes se singularisent. On voit bien alors une différence majeure se dessiner. Elle va marquer toute l'histoire contemporaine du mouvement ouvrier. Lucien Sève va jusqu'à affirmer qu'à cette époque, le socialisme est bourgeois et le communisme ouvrier. Alors, affranchissement politique et émancipation sociale sont intimement liés, mais on se pose alors la question de savoir si le grand changement libérateur devait passer par la politique, comme le suggéraient les chartistes ou les lassalliens, débouchant sur la conquête du suffrage universel, ou alors devait passer par la révolution, comme l'affirmaient les blanquistes, ou bien fallait-il encore se défier de la politique et des coups de main sans lendemain, et donc privilégier, comme le préconisaient les fouriéristes, l'expérimentation directe. Ainsi s'affronter dans une certaine confusion socialisme et communisme, considérés pourtant pendant un temps comme synonymes, mais face à cette question majeure, Marx comprend que l'émancipation sociale est bien plus immense et par là bien plus complexe que l'émancipation politique, et que l'homme est incomparablement plus grand que le citoyen, et que ce dont rêve le peuple, est-ce une surprise? C'est d'abord de la sociale.
Or, dans cette perspective, un autre antagonisme plus familier et plus contemporain oppose les uns aux autres. Alors que les socialistes entendent répartir les richesses produites selon les capacités de chacun, les communistes entendent à cette époque d'abord répondre partant de la conviction que les inégalités entre les individus ne sont pas naturelles, mais avant tout sociales. Et il y a aussi un autre aspect de cet antagonisme irréconciliable entre communisme et socialisme, face auquel Marx a clairement tranché. Il opte, excusez-moi, donc il y a cet antagonisme qui prend aussi cet aspect sur la question du partage ou du non-partage. Et donc, il opte, Marx, pour la voie communiste définitivement et rédige le manifeste. En 1846, écrit Lucien Sèvres, Marx est devenu définitivement communiste. Oui, mais l'échec dramatique des révolutions de 1848 semblait devoir condamner cette perspective et rendre plus crédible une issue socialiste. Alors que le communisme est analysé par Proudhon comme source d'oppression et de servitude, qu'il est vu au mieux comme un idéal franchement utopique, irréalisable à court comme à moyen terme, on voit se durcir ce redoutable partage entre opposant socialisme et communisme. Et Lucien Sèvres écrit ceci: au premier, donc communisme, vieillit les enchantements désirables du rêve, au second, moderne, les solides réalités du possible, l'exemptant donc de maintes exigences incontournables, exposées comme telles par Marx, exigences pour un véritable révolutionnement social. Donc, le socialisme en vient, plus modestement, à nationaliser, voire étatiser les moyens de production, sans aller jusqu'à une gestion directe par les producteurs associés, démocratiser la vie politique sans jamais en finir avec le pouvoir d'État, arriver au gouvernement par la voie électorale sans jamais aller jusqu'à la subversion révolutionnaire de tout l'ordre social. Et donc, je le cite encore, pareil socialisme s'est pensé et présenté comme façon plus efficace d'avancer vers la désaliénation humaine générale, tout en n'osant pas s'en prendre à des aspects cruciaux de la société de classe. Concession de la social-démocratie allemande sans grande portée, ce socialisme, cette social-démocratie serait seule à pouvoir ouvrir la voie malgré tout à un idéal communiste, qui est donc finalement pris en compte, mais traité comme, encore une fois, une utopie. Lucien Sèvres ajoute ceci: redoutable illusion, car si le communisme, au sens marxien, est la seule façon de viser à l'émancipation radicale capable de la rendre accessible, parce qu'allant seul à la racine des grandes aliénations historiques, il commande donc dès aujourd'hui une manière très spécifique de travailler au changement social, de faire de la politique et d'organiser des luttes. C'est là, nous le verrons plus loin, ouvrir la voie à ce que j'ai appelé une refondation pratique du communisme. Il n'est aucune de ces questions d'importance, dit-il, y compris en matière de conception du parti, qu'on puisse au départ même traiter identiquement selon que l'on met d'emblée et résolument le cap sur le communisme ou qu'on vise de façon bien moins exigeante au socialisme. N'ayant en général aucune formation théorique digne de ce nom, le militant socialiste, prosaïquement ancré dans une pratique politique dont l'horizon principal est de nature électorale, voit le plus souvent dans le mouvement long, voire à très long terme de l'histoire, de la spéculation philosophique, et tout rapprochement avec un contexte français actuel d'une élection présidentielle à venir serait tout à fait fortuit, ou serait peu fortuit. Il y avait là, dans cette confusion, une redoutable bombe théorico-politique qui allait engager le mouvement ouvrier sur une fausse piste.
certes, Marx utilise parfois le terme de socialisme. Engels, voire Lénine, ont pu prêter le flanc à cette dérive sémantique. C'est alors toute la question des deux étapes qui est posée. Sans pouvoir développer cette question qu'il aborde, que Lucien Sèvres aborde dans son 4.1, qui est donc longuement argumentée, avec un débat avec Isabelle Garot, une conclusion néanmoins s'impose. Il ne peut y avoir dans la visée communiste un socialisme oublieux de ses fins, et tout abandon du terme cache un refus de prendre en compte la visée révolutionnaire radicale qu'implique le communisme, à savoir la sortie de la société de classe. Le comble de cette confusion est atteint lorsque les partis communistes nés en 1917, grâce à Lénine et à la transformation du Parti ouvrier social-démocrate de Russie en parti communiste, et dans le cadre de la Troisième Internationale, le comble, c'est que bien que communistes, ils vont vouloir construire avant tout le socialisme et vont être qualifiés dans le contexte de la guerre froide par leurs adversaires les territoires dans lesquels vont se développer, se construire ce socialisme réel vont être désignés de l'expression pays communiste. États qui lui ont pourtant définitivement tourné le dos, et même dans la période khrouchtchevienne, mais je ne vais pas venir aborder cette question-là. Donc, pour finir ce premier point, jamais à suivre Lucien Sèvres, Marx n'a cherché autre chose que le communisme, et une chose est sûre, devant les déclinaisons socialistes de tout le XXe siècle, jusqu'au début de ce siècle, synonyme partout d'irrévolution réformiste, Marx n'aurait jamais pu, après sa mort, être marxiste. Pour paraphraser quelqu'un qui n'est même plus réformiste au sens social-démocrate du terme, le communisme, c'est maintenant. Le second point que je voudrais développer, c'est que le communisme n'est pas non plus les communs, voire la mise en commun. Pour continuer à définir négativement ce qu'est la visée communiste, on ne peut pas voir dans les communs ou la communauté des biens un élément suffisant pour qualifier le communisme. Ce serait revenir alors au communisme pré-marxien, centré sur la communauté des biens, sur la base, certes, d'une stricte égalité sociale, porteuse, oui, d'un bien-être commun, tournant le dos à la propriété privée, mais à cette époque-là, les biens renvoient essentiellement à la terre, dans leur conception babouviste et néo-babouviste, voire aujourd'hui renvoie au service public, en laissant ainsi dans l'ombre la question cruciale du mode de production et celle de la révolution dans le mode de gestion de ces moyens de production. Par là, l'ensemble des rapports sociaux. On ne peut clairement pas se contenter d'une seule condamnation de la propriété privée des moyens de production. Toute révolution communiste passe d'abord fondamentalement par l'abolition du travail. Et abolir le travail, nous dit Lucien Sèvres, travail pris dans le sens de travail dans l'état de division aliénante que lui impose la société bourgeoise, eh bien, abolir le travail, c'est l'émanciper pour le convertir en libre manifestation de soi, ce qui suppose d'en finir avec la condition salariale. Ce qui ne veut pas dire forcément en finir avec le salaire socialisé, je n'entre pas sur cette importante question. Et donc, par là, ce n'est pas seulement une déprivatisation qui est nécessaire, il me semble que là, c'est un point capital, mais l'appropriation par les individus au sens où les hommes font leur propre des moyens de production. Il ne s'agit donc pas seulement de révolutionner la société, mais également surtout les individus. L'un ne peut aller sans l'autre, et cela exige donc leur transformation. Ce qui renvoie à la célèbre formule de Marx dans sa lettre à Annenkov,
l'histoire sociale n'est jamais que l'histoire de leur développement individuel. Une question décisive, mais en tout cas, penser avec Marx implique de comprendre que seuls les individus au plein développement sont aptes à instaurer de tels rapports sociaux, et ce qui est une approche qui est rarement prise en compte dans la question communiste, me semble-t-il. Ne pas voir qu'en produisant leurs moyens d'existence, les hommes se produisent, ce n'est pas comprendre que ce sont alors les conditions même dans lesquelles s'exerce cette production matérielle qu'il faut changer. On est donc à se cantonner à la seule question du partage. Lorsque les pays dits socialistes chercheront avant toute chose à rattraper leur retard sur les pays capitalistes développés en reprenant les méthodes tayloriennes et fordistes de travail, ils oublieront par là ce qu'est au fond la visée communiste. Or, celle-ci a toujours été considérée, sauf erreur, comme subalterne. Les communs apparaissent donc, même s'ils constituent un des éléments possibles de l'alternative communiste, comme une partie très inaboutie de ce révolutionnement bien plus vaste où l'état des forces productives est clairement essentiel, ce qui m'amène à un troisième point où on va commencer à pouvoir définir en positif ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut appeler donc la visée communiste, à savoir que le communisme doit être d'abord analysé comme le mouvement réel, point de suspension. Le communisme n'est pas conçu comme un millénarisme mystique ou comme une projection idéaliste dans le futur, mais comme le mouvement réel qui abolit l'état des choses existantes, fruit de la lutte des classes. Rien n'est plus faux que d'imputer à Marx une démarche seulement eschatologique. Tout au contraire, tout repose sur une dialectique toujours concrète, matérialiste, et qui rend possible l'intelligence du mouvement historique passé, présent, voire, à mon sens, futur. Pour Lucien Sèvres, et c'est là un point décisif de sa pensée, le communisme ne peut absolument pas être défini comme un projet, dans la mesure où il se définit comme un changement social immense, d'échéance temporelle indéfinie, dit-il. Concevoir le communisme comme projet conduirait à voir en lui le fruit d'une volonté portée de fait par une utopie, et ce serait donc retomber dans une approche pré-marxiste, lourde de confusion. Selon l'expression bien connue donc de l'idéologie allemande, le communisme est avant tout le mouvement réel qui met fin à l'état de choses actuelles, et donc c'est au contraire une direction à donner capable d'opérer une fondamentale transformation sociale dont le résultat ne saurait pas être prédéterminé d'avance, qu'il faut, vers quoi il faut se diriger. Bien que le communisme ait effectivement une dimension optative, définissant lui-même son sens, pour suivre Marx dans les Grundrisse, si dans une société telle qu'elle est, ne préexistait pas sous le masque des conditions matérielles de production d'une société sans classe et les rapports d'échange qui vont avec, ce que j'ai appelé en 2006 des futurs présents, si ces donc présupposés n'existaient pas, eh bien toutes les tentatives de la faire sauter ne seraient que don quichotisme. On ne peut forcer l'histoire, là est un des éléments de cette bombe théorico-politique évoquée précédemment. Et si la révolution peut permettre de façon décisive de prendre le pouvoir d'État, et si fondamentalement les forces productives localement ne sont pas prêtes à rendre possible l'appropriation collective des moyens de production, alors l'absence de ce fondamental rend le décisif inopérant, à savoir donc la prise révolutionnaire du pouvoir. En d'autres termes, ce qui est fondamental ouvre les possibles et ce qui est décisif permet seulement de trancher entre ces possibles. Ce que je résumerai de façon très lapidaire de la façon suivante: il faut arrêter de vouloir faire la révolution
en oubliant le contexte, il faut faire révolution. Et en ce sens, le communiste est celui qui fait révolution. Et je rejoins Bernard Friot ici, Ambroise Croizat était un communiste. Ce qui m'amènera à mon 4e point, toute visée communiste est fondamentalement commandée par le développement universel des forces productives. Longtemps se sont opposés ceux qui privilégiaient avant tout le volontarisme révolutionnaire à d'autres partisans d'une maturation progressive. Au vu d'un siècle et demi d'expériences diverses, qui sont d'ailleurs balayées dans une seconde partie dans le 4.1, donc tout le XXe siècle, donc l'URSS stalinienne, khrouchtchevienne et brezhnevienne, l'expérience chinoise, cubaine, jusqu'à y compris évidemment les démocraties populaires, l'autogestion yougoslave est abordée, y compris la version, enfin l'eurocommunisme qui est également analysé. Bref, il apparaît aujourd'hui que nulle part les conditions requises n'ont été réunies et que le volontarisme révolutionnaire n'a nulle part créé des révolutionnements communistes d'ampleur. Comme Marx l'a affirmé à plusieurs reprises, seul le développement universel des forces productives peut ouvrir des possibles communistes. Mais que signifie concrètement le développement universel des forces productives? Dans les pays capitalistes développés, l'incessante diversification des activités productives a induit tout un processus de division du travail qui forme et transforme de fait les rapports sociaux de base de la formation sociale. Et donc, en extension, l'abolition des frontières liées à la mondialisation contemporaine rend aujourd'hui possible, sinon nécessaire, avec l'essor d'un marché mondial, une révolution qui se doit d'être planétaire, même si elle peut passer ou elle passera par des réalisations locales. Mais en compréhension, nous dit Lucien Sèvres, le développement universel signifie aussi et surtout que les forces productives modernes tendent à être des puissances à toute fin comme à tout lieu, uniformisant partout les travaux et leurs produits. À l'époque du machinisme, cette universalisation paraissait déjà possible, mais aujourd'hui, avec la numérisation des données, l'intelligence artificielle, avec la mise en place d'un réseau Internet généralisé, cela semble encore plus vrai. De telles forces productives ne peuvent manifester leur formidable potentialité dans un système de propriété qui les soumet au morcellement des intérêts comme des territoires. Et donc, on le voit aujourd'hui avec la question des brevets sur les vaccins anti-Covid, l'heure de la transformation radicale sonne parce que le développement des échanges et des forces productives parvient à une telle universalité que la propriété privée et la division du travail deviennent pour eux une entrave. Et cela vaut également pour les individus, mais précisément, nous dit Marx, l'appropriation d'une totalité d'instruments de production est déjà le développement d'une totalité de facultés dans le développement des individus eux-mêmes. Certes, pour l'heure, au moment où ces idées sont formulées par Marx et Engels, cela reste une véritable uchronie. Lucien Sèvres le formule ainsi, annonçant que la société bourgeoise allait périr de ne plus pouvoir contenir toutes les forces productives qu'elle développait en son sein. Marx imaginait-il un instant que plus d'un siècle et demi plus tard, le capitalisme y parviendrait toujours, quoique de plus en plus dramatiquement mal, pour la planète et pour les peuples. Marx et Engels ont vu fondamentalement juste, mais de façon bien trop étroitement anticipatrice, faisant d'un futur dont la forte possibilité est ultra complexe, un présent de nécessité toute simple. Lucien Sèvres insiste sur le fait que Marx et Engels
lorsqu'ils écrivaient cela, étaient des trentenaires. Le communisme, c'est donc un des apports majeurs du 4.1, a longtemps été, c'est une idée forte chez lui, récente malgré tout, de prématurité. Ce qui pose toute une série de questions sur lesquelles je ne m'engagerai pas maintenant, mais un point me semble important qui n'est, sauf erreur, rarement évoqué, c'est que le développement universel des forces productives passe d'abord par le développement donc des individus. Le communisme est fondamentalement émancipation, dans la mesure où toute participation de l'individu à l'activité productive collective est dans le communisme d'emblée reconnue comme travail social ouvrant droit à toute consommation sociale, voire ce que développe de son côté Bernard Friot, ce qui passe inexorablement par le développement des individus, ce que Lucien Sèvres qualifie d'individualisme. Oui, le communisme, dit-il, tel que l'a de plus en plus pensé Marx, est de façon éminemment profonde individualiste, l'individu personnel étant l'autre face indissociable de l'humanitas sociale. Il invite à dépasser la production chosale pour passer dans le développement de l'humain. Et il rajoute un peu plus loin, plus la condition des conditions pour le passage au communisme, c'est en vérité le développement de masse de l'individualité à la fois autonome et solidaire, ce qui me semble particulièrement éclairant sur les conditions de possibilité d'une révolution véritablement communiste aujourd'hui. On a là probablement une des raisons de l'échec actuel, ce qui nous amène à sortir du paternalisme dominant comme à dépasser l'État. Donc là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces questions-là, mais voilà, je voudrais passer à ma cinquième et dernière idée. Le communisme va être conçu comme une évolution révolutionnaire. Le communisme est en son fond la remise en question de l'aliénation sociale en la totalité de ses formes, ce qui inclut l'appropriation effective par tous et chacune des moyens collectifs de production et d'existence, défini aussi par le progressif dépérissement de tout pouvoir étatique coercitif, comme de toute idéologie déshumanisante, mais c'est aussi le libre développement formateur de chaque individu, la maîtrise partagée de tous sur le destin planétaire d'un genre humain en quête de plus haute civilité. Toute cette citation de Lucien Sèvres débouche sur l'idée qu'on n'instaure pas le communisme, on doit le faire advenir en réalisant progressivement tous ses buts. Cette progressivité étant entièrement le fruit de luttes révolutionnaires. Alors, dans ces conditions-là, la révolution est ainsi conçue comme permanence. Elle est en son fond évolution révolutionnaire avec une lutte de classe continue qui se heurte certes toujours à la résistance de la classe dominante, mais animée par un mouvement émancipateur collectif, ce qui implique par voie de conséquence accumulation de présupposés positifs qui se concrétisent sous la forme de transformations qualitatives partielles. En aucun cas, la révolution ne peut être une action insurrectionnelle de courte durée, ni même un état de société conçu d'avance. On est en fait bien là au cœur de ce que j'ai appelé la refondation de la question communiste. Cela pose alors la question du développement, même au cœur de la formation capitaliste, de rapports révolutionnaires, présuppositions formelles ou réelles de la nouvelle formation sociale à venir. Lucien Sèvres affirme que dès lors qu'un présupposé est condition nécessaire d'une réalité historico-sociale donnée, cette réalité en vient à le produire, ce présupposé. Autrement dit, à la produire, cette condition nécessaire par elle-même, et cette réalité par elle-même. Le présupposé initial se transforme alors en résultat.
il s'objective en quelque sorte. Et donc, plus généralement, une formation sociale naît toujours d'une formation antérieure, que dans un premier temps, elle n'a pu encore transformer, mais dont elle conserve plus ou moins un certain nombre de fondements. En développant ses logiques spécifiques, elle se crée à elle-même ses propres bases, et c'est alors seulement qu'elle peut déployer ses possibles essentiels. Ainsi, l'exemple qu'on peut donner est celui du capitalisme qui a d'abord utilisé la main-d'œuvre servile rurale pour développer ses fabriques et ensuite a développé lui-même le prolétariat industriel du capitalisme, ce que montre très bien Alain Beer dans son livre sur la préhistoire du capitalisme. Donc, autrement dit, se produisent les bases civilisationnelles des aliénés qui font corps avec lui, cela fait révolution. Présupposition formelle et présupposition réelle renvoient ainsi à toutes les formes de possibles. Et ainsi, comment ne pas voir que pour accéder à la satisfaction pour tous des besoins, il faut d'abord pouvoir baisser le temps de travail nécessaire, ce qui permet alors le début d'une émancipation humaine, ce qu'ont déjà commencé à faire les congés payés ou la réduction de la journée de travail. On est bien loin de l'imputation de projections idéalistes évoquées plus haut. Plus généralement, le passage à un mode de production qui exige surveillance, réactivité, capacité à faire face à l'impondérable, l'obligation d'innover, de s'adapter continuellement, est déjà en soi un mode de production socialisé et coopératif, favorable à un développement donc supérieur de l'individualité. Paradoxalement, et c'est effectivement assez contre-intuitif, le développement des forces productives, du travail social est l'œuvre du capital lui-même. Oui, le capital ne cesse de développer cette forme coopérative du processus de travail, effectué à l'aide de moyens employés en commun. Dès lors, le caractère privé de l'appropriation capitaliste devient une flagrante entrave à la socialisation du travail qu'il a pourtant lui-même développée. L'expropriation des expropriateurs devient alors enfin possible et ainsi le communisme n'est pas à chercher dans d'hypothétiques socialismes, mais bien au cœur des pays capitalistes développés, voire aujourd'hui au cœur de nombre de sociétés en développement. Le capital développe aussi tout un ensemble de présupposés négatifs, fruits de contradictions qu'il ne peut résoudre. L'actuelle prise de conscience de la catastrophe environnementale actuelle et l'échec de toutes les COP pour inverser la tendance dans le réchauffement climatique sont là pour le montrer, mais je ne développerai pas cet aspect de la question. Et pour finir, je voudrais dire qu'on sous-estime, me semble-t-il, ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les futurs présents, hein, ces présupposés formels ou réels, les déjà là du communisme. Un peu partout, et ce ne peut être qu'un simple effet médiatique, on voit apparaître un peu partout des collectifs de tout genre, particulièrement divers dans leur fonctionnement comme dans leurs ambitions, qui investissent l'ensemble des activités sociales, commencent à se réapproprier le monde en construisant ici ou là de nouveaux rapports formellement ou réellement post-capitalistes, se défiant de l'État, malgré lui, voire parfois contre lui, rejetant toute forme d'exploitation pour promouvoir une libre association entre égaux, refusant toute appropriation privative ou visée spéculative, partageant les avoirs, les savoirs et les pouvoirs pour une visée d'intérêt général, dans un environnement qui est pourtant particulièrement hostile, marchandisé et hyper concurrentiel, toujours susceptible d'annihiler les efforts entrepris, des femmes et des hommes construisent les bases communistes du monde de demain. Ici, dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, les travailleurs cherchent à reprendre leurs entreprises ou à en créer de nouvelles,
coopérative ouvrière de production ou coopérative d'intérêt collectif, selon les termes de la loi, virant les actionnaires. Et un droit de préemption est actuellement l'enjeu à venir d'une bataille législative particulièrement intéressante. Là, c'est tout un ensemble de militants venus d'horizons très divers qui se battent pour la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, ce qui exige une mobilisation colossale et planétaire visant à disqualifier les trusts pharmaceutiques dans leur volonté de s'approprier le fruit de la recherche essentiellement financée par des fonds publics. Plus loin, et pour en rester seulement au cadre français, des soignants associés à des usagers patients tentent de reconstruire l'hôpital de demain, voire de façon encore plus ambitieuse l'ensemble du système de santé. D'autres mouvements encore contestent l'irresponsabilité écologique du capitalisme productiviste et tentent avec leurs moyens de se réapproprier la planète et de construire de nouveaux rapports entre les hommes et leur environnement. Alors que les rapports de genre ou les rapports entre guillemets de race, sous l'effet de luttes déjà pluridécennales, contestent les rapports de domination et de soumission anciens. Certes, dans de nombreux domaines, le capital n'est pas directement menacé et laisse faire, mais comment ne pas voir dans ces innombrables luttes, certes très largement insuffisantes pour contraindre le capital à céder, lui qui peut toujours en France, sans véritable opposition, remettre en question le statut de la fonction publique, c'est le cas ces derniers jours, ou bout par bout détruire le système de sécurité sociale, politique ouvertement involutive, comment ne pas voir malgré tout ce lent processus mettant en lumière dans la conscience commune l'impasse que représente le capitalisme mondialisé. S'il ne s'agit plus de faire la révolution, mais bien de faire révolution, alors dans la catastrophe tout autant environnementale qu'anthropologique en cours, qui commande plus que jamais d'agir, avancer la visée communiste devient plus que jamais cardinale et acquérir la maîtrise croissante d'activités sociales en favorisant leur généralisation doit devenir notre seule visée, et là est la dimension pratique de la refondation de la question communiste. Merci. Merci Jean. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes pour échanger à la fois sur la contribution de Jean et sur la contribution de Gérald. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une... Alors, j'ai une question, je la donne comme ça, qui a été évoquée dans le chat. Comment le matérialisme humain tient-il en considération l'effraction accidentelle du sexuel et également l'inceste qui traverse toutes les classes sociales? Donc, c'est une question qui nous est posée. Au passage, je signale que Gérald, il y a deux personnes qui souhaitent avoir ton texte que tu as évoqué dans ton intervention, Jean-Marie et Jean. Et peut-être d'autres, évidemment. Donc, si tu nous le fais passer, évidemment, on le transmettra. Je vais le mettre sur tu le le chat, feras. je vais le mettre Voilà, tout à fait. Bien, est-ce que quelqu'un souhaite une première réaction, soit ici dans le public présent, soit, je dirais, dans la partie... Je veux bien, si personne. Jean-Marie, écoute, vas-y, Jean. Bon, bonjour à tous. Donc, merci pour ces deux interventions extrêmement intéressantes. Et ce que je vais dire traduit plus mes insuffisances, les insuffisances de ma culture sur tous ces domaines-là. D'abord, sur la contribution de Gérald. Alors, je dois avouer que ma connaissance d'Althusser est extrêmement sommaire, pour ne pas dire nulle ou nullissime, et ma connaissance de Lucien Sèvres un peu plus, mais
pas beaucoup, pas suffisamment. J'ai rencontré Lucien Sèvres une fois dans une émission de France Culture où nous avions été invités tous les deux en même temps, mais je ne m'autorise pas à dire que je connais très bien sa pensée. Donc, ma question, elle est donc celle d'un ignorant. En tant qu'économiste, et avec toutes les tares que cela suppose, en tant qu'économiste, je connais mieux ce qu'on appelle l'anthropologie marxienne à la Godelier ou à la Meillassoux. Hein. Et donc, je me suis demandé, en t'écoutant, Gérald, si l'anthropologie marxienne ne pouvait être définie qu'à ce niveau conceptuel que tu as développé. Est-ce que, par exemple, Lucien Sèvres pouvait faire une relation avec l'anthropologie, alors je ne sais pas s'il faut dire pratique, mais en tout cas, à partir duquel les travaux de Meillassoux et de Godelier ont permis de réinterpréter la relation qui existait entre l'infrastructure et l'idéal, comme le dit Godelier. J'ai aussi deux petites choses à demander à Jean Sèvres. Merci aussi pour sa contribution. Alors, la première chose va peut-être surprendre. Je me suis toujours demandé, et je voudrais ton avis, je me suis toujours demandé s'il fallait regretter que Marx n'ait pas connu Freud. Je dis pourquoi. Parce que, les échecs des révolutions de tout le XXe siècle ont montré que faire un homme communiste, ce n'était pas la chose la plus facile. Et pourquoi? Alors, je rattache ça à Freud, mais parce qu'il nous a montré que l'angoisse de la mort était chez l'être humain quelque chose qui était sans doute assez difficilement dépassable. Et c'est peut-être cette angoisse de la mort qui fait que le capitalisme a eu les coups des franches pour faire substituer à cette angoisse la course éternelle à la consommation marchande la plus élevée possible et qui n'a pas de borne. Et donc, ma question maintenant, bon voilà, donc ça c'est ma première question, mais qui en amène une seconde, et je termine rapidement. Quid alors de la croyance que Jean a continué à perpétuer en développement illimité des forces productives? Là, est-ce qu'on peut encore penser que c'est la condition nécessaire sine qua non à la révolution, hein, à faire révolution, comme il l'a dit en conclusion? Donc ça, j'avoue que j'ai de gros doutes, j'ai même une certitude totalement inverse. Je crois qu'il faut abandonner cette croyance au développement des forces productives si elles seraient illimitées. Le fait que maintenant on puisse techniquement aller sur les autres planètes pour les coloniser ne me paraît pas une voie pour construire ce fameux communiste. Donc la question écologique doit être interprétée et associée à la question sociale d'une autre manière que celle de cette croyance infinie dans le développement des forces productives. Et dernier mot, là, on l'a abordé avant-hier là, quand j'intervenais, et puis aussi dans d'autres interventions. Je suis en désaccord radical avec l'idée qu'il faut faire disparaître le travail, qui est ici assimilé à la disparition du salariat. Parce que c'est méconnaître, je crois, quelque chose que Marx n'a cessé de répéter, à savoir qu'il y a à la fois un travail qu'il faut rapporter aux rapports sociaux dans lesquels il est effectué, mais il y a même un aspect qui transgresse la seule question capitaliste et la seule question du salariat, dans la mesure où il faudra toujours produire nos conditions d'existence et sans doute nos conditions de nous produire soi-même, comme il disait le grand-père Marx. Donc, bref, la disparition du travail, ça me paraît être quand même quelque chose qui est éminemment discutable. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jean ou Gérald, qui c'est qui veut répondre le premier? Peut-être Gérald, puisqu'il a été interprété, puis Jean, tu poursuivras. Bon, merci Jean-Marie pour ta question. Je vais essayer de répondre parce elle porte sur le théorique et le pratique, ou le terrain peut-être. Je vais essayer de répondre par un exemple. Il y a 2 ou 3 ans, le sociologue Bernard Lahire a publié un livre qui s'appelle « Pour une interprétation sociologique des rêves », où il met en place ce qui m'apparaît à moi comme un nouveau paradigme de la sociologie. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse plus seulement
pour parler le bourdieusien, à champ, habitus, intérêt, mais il va faire une sociologie des individus singuliers. Il était venu à la librairie Georges, que tu connais, à Talence, pour présenter son livre, et je l'ai questionné en lui disant que son point de vue était très novateur, mais qu'il avait oublié de faire l'anthropologie théorique de son objet de recherche. Alors bien sûr, tout de suite, ça a créé un malentendu avec la personne qui était le modérateur de la discussion. Comment M. Lehr ne fait pas d'anthropologie? Alors bien sûr, il fait une anthropologie concrète de ces sujets, je dirais, mais il n'a pas mis en place un point de vue anthropologique théorique sur son objet de recherche. Et je lui ai posé la question de savoir s'il avait lu Lucien Sèvres, parce que je suis persuadé que s'il l'avait fait, il aurait peut-être présenté son livre autrement. Et il m'a dit « Ah oui, Lucien Sèvres, Marxisme et théorie de la personnalité. Je l'ai lu, vous pensez bien. » Sauf que la bibliographie, enfin, cette référence bibliographique de Sèvres n'apparaît pas dans la bibliographie du livre de Bernard Lahire, et qu'il fait une référence à un livre qui est apparu il y a bientôt 50 ans, alors que Sèvres a retravaillé bien plus récemment avec la publication d'un livre qui s'appelle « L'homme », et il reprend à nouveau frais, je dirais, ses recherches de l'époque. Alors, c'était très intéressant parce que toute l'équivoque était dans la façon de poser le problème, c'est-à-dire, mais comment j'ai fait une anthropologie de mon sujet? Et moi, je lui disais, non, désolé, vous n'avez pas bâti la théorie de votre objet. En fait, qu'est-ce qu'a fait Bernard Lahire, pratiquement dans son livre? Il a pris, alors je ne sais plus, je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais 6 ou 7 concepts freudiens, il en a viré 6, il a gardé le dernier. Et il appelle cela bâtir la théorie de son objet. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je pense que s'il était parti d'un travail de réflexion sur la 6e thèse sur Feuerbach de Marx, sur les travaux de Sèvres qui développent donc cette façon de poser les bases théoriques d'une nouvelle approche de l'individu singulier. C'est quand même, enfin je ne sais pas Jean-Marie si dans ton domaine ça se pose de faire la science des individus singuliers, mais moi en tout cas c'est une question qui m'intéresse et qui me passionne. Je pense que l'approche de Marx développée par Sèvres permet de refonder, j'en suis persuadé, que les scientifiques des différentes sciences sociales, sciences humaines et sociales, et même les scientifiques des sciences inhumaines et asociales de la même façon, seraient intéressés par une lecture profonde de Sèvres qui, dans bien des cas, leur permettrait de refonder théoriquement leur objet de recherche. Donc, tu vois, je ne fuis pas ta question sur l'intérêt des recherches de Godelier et de Meillassoux. D'ailleurs, Sèvres a eu une grande, au début des années 70, a eu une grande controverse avec Godelier, dont il est fait état dans le dictionnaire critique du marxisme, dans l'article signé de Bensusan, qui met justement honnêtement en valeur le travail de Sèvres. Donc, bien entendu, Sèvres connaît ces travaux-là, tout comme Marx connaissait à son époque les travaux de Morgan, grand anthropologue, dont il s'est servi. Donc, je dirais attention à ne pas prendre le travail de Sèvres pour un travail d'anthropologie de terrain. On pourrait dire ça comme ça aussi. C'est une approche d'un philosophe, d'un grand lecteur de Marx, d'un grand philosophe marxien, qui fonde les façons d'interroger le réel, c'est-à-dire l'attitude philosophique qui nous permet, c'est ma conviction, de refonder peut-être une approche des différentes sciences humaines et sociales. Je ne sais pas si j'ai répondu comme tu le souhaitais à ta question, mais voilà mon point de vue sur cette affaire. Merci Gérald. Et Jean. À toi, Jean. Oui. Alors, donc, deux remarques à propos des 2 questions de Jean-Marie. Il y a confusion. Je n'ai pas parlé d'un développement illimité. J'ai parlé d'un développement universel des moyens de production et assimiler les moyens de production aux forces matérielles, c'est à mon avis très restrictif. L'idée d'un développement universel, c'est d'abord développer les individus. C'est surtout cette dimension-là qui est peu prise en compte. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette illusion de croire qu'on va aller vers comment dirais-je, un révolutionnement technologique infini. Non, bien sûr, la dimension écologique est à prendre en compte. Mais encore une fois, je n'ai jamais dit développement illimité.
mais développement universel des moyens de production. Et les moyens de production, c'est surtout l'aspect développement des individus. D'autre part, abolir le travail, là aussi, il y a confusion parce que, encore une fois, j'ai bien insisté, c'est l'abolition du travail aliéné, hein, le travail dépendant d'un donneur d'ordre, d'un employeur. C'est d'abord ce rapport-là qu'il faut modifier. Est-ce que tu me permets une incise? Oui, bien sûr. Oui, bon, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord, mais tu sais aussi qu'il y a un tel discours sur la fin du travail, sur le fait qu'on n'aurait plus besoin de travailler, que les revenus tomberaient du ciel, on pourrait verser un revenu d'existence, etc. Il y a une telle illusion dans le débat public et politique que je suis toujours extrêmement méfiant lorsque j'entends parler de l'abolition du travail. Voilà, c'est ça. C'était ça le sens de ma question. Oui, oui, oui. Là, je te rejoins là-dessus tout à fait. Est-ce que tu admets l'idée selon laquelle dans l'économie sociale et solidaire se crée, alors comment on peut qualifier ça, les bases d'un travail des aliénés et d'une autre façon d'aborder la question de la production des moyens d'existence. Au micro, Jean-Marie. Au micro. Oui, tu as raison. Mais hier, justement, je disais que cette manière de voir ces embryons d'autres formes de mise en œuvre de la force de travail, on l'a trouvé dans la sphère monétaire non marchande, à l'hôpital public, à l'école publique, etc., où il y a une force de travail qui est employée, qui est salariée, mais qui n'est plus tout à fait déjà une force de travail au sens de marchandise comme elle l'est malheureusement dans le secteur capitaliste. Donc, et c'est pour ça que je plaide depuis des années sur le fait qu'il faut cesser de croire à cette vulgate marxiste, pas marxienne sans doute, mais marxiste en tout cas, selon laquelle les travailleurs des services non marchands sont payés par prélèvement sur la plus-value capitaliste. C'est une absurdité pour moi sans nom. Écoutez, je vous propose de prendre quelques minutes de respiration avant de passer à l'intervenant suivant, Jean-Michel, sauf s'il y avait vraiment une question très importante, sachant que cet après-midi, Bernard Friot va nous préciser un certain nombre de choses concernant le travail capitaliste ou le travail communiste. Je donne ça comme élément, hein, puisque, comme il dit, le communisme en chantier, il est en train de réexplorer de manière que je trouve extrêmement pétillante, on va dire ça comme ça, un certain nombre de questions, je dirais, face à l'interpellation de Lordon. Enfin, je trouve que là il y a quelque chose qui est en train de se produire qui est extrêmement riche de potentialités ultérieures pour notre réflexion et pour notre action. Donc, 2-3 minutes et on reprend tout de suite nos travaux avec l'intervention de Jean-Michel.